Le pH n'est pas stable. Là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle là-dedans. Le pH n'est pas stable, c'est clair, on avait dit dès le départ, le sol est un milieu dynamique en évolution. Donc le pH, ça change avec le temps. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ce n'est pas parce qu'on a réglé le pH d'un sol que c'est réglé pour de bon. Il va falloir, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, éventuellement vérifier et corriger. La bonne nouvelle, c'est que ça ne change pas si vite que ça. Donc, en agriculture, oui, ils peuvent faire des tests à tous les ans, mais de façon générale, en horticulture, on peut attendre quelques années avant de revérifier le pH qu'on a corrigé. Donc, le pH change avec le temps, mais il change lentement. Si vous avez changé le pH dans une plate-bande, ça serait très surprenant que l'année suivante, le pH ne soit pas correct. Okay? Donc, c'est bon pour quelques années, normalement. Donc, qu'est-ce qui fait que le pH change d'un sens ou dans un sens ou dans l'autre? Qu'est-ce qui fait premièrement que le pH va baisser avec le temps? 3 possibilités. Sol de départ, pluie acide et engrais azotés synthétiques. Je commence avec le sol de départ. Si votre sol de départ était déjà acide et que vous avez ajouté de la chaux, attendez-vous à ce que dans les prochaines années, votre sol redevienne acide tranquillement. Donc, chasser le naturel, il revient au galop. Un sol acide va avoir tendance à retourner vers l'acidité après quelques années. Donc, si on a corrigé le sol acide, on ne peut pas considérer que le pH est correct pour 50 ans. Deuxième chose, les pluies acides. Vous le savez, chaque fois qu'il pleut, chaque fois qu'il neige, il y a un petit peu d'acidité dans la pluie ou la neige, et cette acidité-là finit par s'accumuler dans le sol. Donc, c'est normal qu'avec le temps, les sols aient tendance à s'acidifier légèrement. Ce n'est pas un phénomène qui fait changer le pH drastiquement dans une seule pluie ou un seul hiver, mais avec le temps, ça va finir par avoir un impact. Et le point qui a le plus d'impact sur le changement de pH d'un sol à la baisse, c'est les engrais azotés synthétiques. Donc, si vous mettez beaucoup d'engrais chimiques, entre guillemets, dans votre plate-bande ou votre pelouse, bien, ça va avoir tendance à acidifier le sol, surtout si le premier chiffre de votre formule d'engrais, le premier chiffre, je vous rappelle, c'est l'azote, surtout si le premier chiffre est très haut. C'est particulièrement vrai pour les pelouses. Dans les engrais pour gazon, il y a toujours beaucoup plus d'azote. Le premier chiffre est toujours plus haut que les deux autres. Pourquoi? Parce que l'azote favorise la croissance et la couleur verte. Les gens veulent avoir un gazon dense et bien vert. Donc, les engrais pour pelouse étant riches en azote et étant des engrais synthétiques pour la plupart des cas, bien, ça va avoir tendance à acidifier le sol. Ce que je vous dis est tellement vrai qu'il y a des compagnies qui font de l'entretien de pelouse, qui vont faire 3-4 applications d'engrais à tous les étés et qui vont ajouter à la fin, à l'automne, un traitement, ils vont appliquer de la chaux pour neutraliser l'effet des engrais qu'ils ont ajoutés pendant l'été. Ça peut être une façon de neutraliser l'acidité des engrais chimiques, d'ajouter systématiquement de la chaux de façon régulière. Maintenant, le pH peut aussi monter avec le temps. Qu'est-ce qui fait que le pH va monter avec le temps? On dit ici sol de départ. Donc, vous avez un sol alcalin, vous êtes dans la région de Laval, par exemple, votre sol est très alcalin, vous mettez des produits acidifiants pour amener le pH à 6,5, excellent. Dans quelques années, c'est fort possible que tranquillement le pH se mette à remonter et qu'on soit rendu à 6,8, 6,9, 7. Donc, on va devoir remettre des produits acidifiants à l'occasion. Donc, le pH peut évoluer vers le bas dans certains cas et vers le haut dans d'autres, dépendant principalement du sol de départ. Et qu'est-ce qui peut maintenir le pH plus stable? Bien, je vous disais dans le cours, la réponse compost est toujours la bonne. L'ajout de compost. Donc, l'ajout de compost, ça fait quoi? Ça ajoute des charges négatives dans votre sol et les charges négatives sont capables d'absorber ou de retenir une partie de l'acidité du sol et de la cacher. Donc, plus vous allez mettre de compost dans votre sol, plus vous avez de chances que votre pH soit stable et soit stable longtemps. Donc, un autre avantage pour le compost. De façon générale, les sols argileux ont un pH plus stable que les sols sableux. Vous allez comprendre dans la vidéo suivante, où je vais vous parler du pouvoir tampon ou du pH tampon. Les sols argileux ayant beaucoup de charges négatives, un peu comme l'humus, sont capables de cacher un surplus d'acidité et de maintenir un pH plus stable. Donc le pH a moins tendance à changer dans un sol argileux que dans un sol sableux. Mesure du pH. Quand est-ce qu'on fait ça? Normalement, on devrait faire une mesure du pH au départ, quand on commence une nouvelle plate-bande, par exemple, ou un nouveau potager, s'assurer qu'on part avec un bon pH dès le départ. Et l'autre situation où on fait des tests de pH, c'est au besoin. Par exemple,
On arrive devant une plate-bande, ça ne pousse pas bien, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Pourtant, c'est des plantes de soleil au plein soleil, on arrose régulièrement, on a mis de l'engrais, on a mis un peu de compost. Comment ça que les plantes ne poussent pas bien? Ben, ça se peut que ce soit un problème de pH. J'avais un professeur à l'université qui disait le pH mètre est à l'horticulteur ce que le thermomètre est au médecin. Si vous arrivez chez le médecin et le médecin ne sait pas trop ce que vous avez, il va probablement prendre votre température, savoir si vous faites de la fièvre. Alors, dans une plate-bande, c'est un peu la même chose. Si tout semble normal et ça ne pousse pas bien, ben on peut mesurer le pH et très souvent, ça pourrait être la cause. Par exemple, la personne met de l'engrais chaque année dans sa plate-bande puis les plantes ont des carences. C'est pas normal. Les éléments nutritifs sont dans le sol. Ça se peut-tu que la plante ait de la difficulté à les capter à cause d'un mauvais pH? C'est le test de pH qui va nous donner la réponse. Donc, on va faire un test de pH, comme je vous dis, au départ, quand on commence un nouveau projet, si on veut être sûr que ça part bien. Et on peut aussi le faire au besoin, quand on ne sait pas pourquoi ça ne pousse pas comme ça devrait pousser. Comment on va faire des tests de pH? Je vais en parler aussi dans l'autre vidéo tantôt. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle du papier pH ou du papier tournesol. Donc, c'est du papier qui va réagir au pH. On va tout simplement faire notre mélange terre-eau et on va tremper le papier dedans. Et selon la couleur que le papier va prendre, on va savoir quel est le pH de notre solution. L'autre façon, la classique, c'est d'utiliser un pH mètre. Il existe plein de modèles de pH mètre. Ça aussi, je vais en parler plus tard. Donc, ces instruments-là vont nous aider à mesurer le pH. La recette est très simple. Donc, 50 ml de sol, 50 ml d'eau distillée. On mélange ça dans un contenant. On brasse, on attend au moins 5 minutes. On rebrasse et on attend un autre 5 minutes. Et ensuite, on prend la lecture avec un pH mètre qu'on aura calibré au départ. Je vais revenir sur la calibration du pH mètre un peu plus tard. Donc, le pH mètre a déjà été ajusté. On sait qu'il est précis. On fait notre mélange 50-50. On brasse, on attend 5 minutes. On brasse, on attend un autre 5 minutes. Et on prend notre lecture avec le pH mètre. Le pH idéal pour un sol, évidemment, c'est 6,5, je l'ai dit tantôt. Mais on considère que le sol est confortable, le pH est bon entre 6,3 et 6,7. Donc, 6,5, c'est notre référence. 0,2 de chaque barre, on est dans ce qu'on appelle la zone confortable. Si on tombe en bas de 6,3, tranquillement, on commence à avoir des effets. Donc, on devrait idéalement corriger notre pH si on est en bas de 6,3. Si on est au-dessus de 6,7, ça commence à être un petit peu trop alcalin et on commence à avoir des impacts négatifs aussi. Donc, on devra corriger un pH qui est au-dessus de 6,7. Donc, entre 6,3 et 6,7, pas de correction. En bas de 6,3, au-dessus de 6,7, on va devoir ajouter des produits pour corriger le pH de notre sol. Encore une fois, pour être certain que nos plantes aient accès aux éléments nutritifs qui sont dedans. Des plantes indicatrices de sol acide, bon, ça existe, c'est pas aussi précis qu'un pH mètre, mais c'est sûr que si vous faites un test de pH sur un sol et vous avez votre pH mètre vous dit que le sol est très alcalin puis qu'il y a plein de prêle puis de mousse, vous devriez peut-être recalibrer votre pH mètre. Donc, ces plantes-là vont nous dire en général que le sol est acide. Ça ne remplace pas un pH mètre, évidemment, parce que si ça nous dit que c'est acide, ça ne nous dit pas combien c'est acide. Et ça peut arriver que ces plantes-là poussent aussi dans des sols qui sont neutres ou même légèrement alcalins. Donc, ce n'est pas fiable comme un pH mètre, je vous le rappelle, mais ça peut être un indice qu'il faut peut-être vérifier le pH quand ces plantes-là deviennent abondantes. Par exemple, un client qui va vous dire sur sa pelouse, il y a de plus en plus de mousse, ça vaut peut-être la peine de vérifier le pH. Il y a probablement de l'acidité qui s'est accumulée avec les années. Donc, plantes de milieu acide, le fraisier sauvage, la prêle des champs, les mousses, la petite oseille, et il en existe d'autres. C'est tout pour les 3 premiers points qui concernent le pH, c'est-à-dire le point 6.1, 6.2 et 6.3 dans vos notes. Juste avant de vous quitter, je voulais vous montrer le tableau suivant. Vous l'avez dans vos notes à la page 26, particulièrement cette section-ci ici qui concerne les sols minéraux. Donc, c'est marqué sol minéral. Je vais fermer ça. Donc, dans le bas, vous avez l'échelle de pH qui va de 4,5 à 9,5. Et pour chacun des éléments nutritifs, ils sont notés là à l'intérieur, donc l'azote, le phosphore, le potassium, vous avez une bande grise plus ou moins large. Plus la bande grise est épaisse ou large, plus l'élément est disponible. Et si la bande grise s'amincit, c'est que l'élément est de moins en moins disponible. Donc, si on fait juste les premiers, pour l'azote, vous voyez qu'à pH 4.5, la bande est très mince. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un sol à pH 4.5, votre plante a de la difficulté à aller chercher l'azote du sol.
Plus le pH monte, plus il devient disponible et l'azote commence à être pleinement disponible à pH 6 jusqu'à pH 8. Et si on dépasse le pH 8, encore une fois, l'azote redevient moins disponible. Et chaque élément a une courbe un petit peu différente. Et le but, comme je disais tantôt, c'est d'avoir le maximum d'éléments nutritifs disponibles dans notre sol. Donc, le maximum de bandes larges, le maximum d'éléments pleinement disponibles. Et si vous faites le jeu d'essayer de trouver le pH où il y a le plus de disponibilité pour les éléments nutritifs, vous allez voir que c'est pas mal autour de 6,5 que les bandes sont le plus larges. Si on a un sol qui est très acide comme à pH 5, vous voyez que les 5-6 éléments du haut ne sont pas très disponibles. Donc, si votre plante n'est pas capable d'aller chercher l'azote, le phosphore, le potassium, il y a des grosses chances qu'elle ne pousse pas très bien. Et si vous avez un sol très alcalin, par exemple de pH 8, vous voyez que c'est plus les éléments du bas, les oligo-éléments, qui bloquent et qui ne deviennent pas disponibles. Donc, ça va perturber, ça aussi, la croissance de la plante. Plus on va s'approcher du 6,5 et plus on va avoir de disponibilité des éléments nutritifs. C'est donc tout pour le premier vidéo. Le prochain vidéo va traiter des points qui sont vus dans le cahier de la CEMEC. Et on va revenir sur ces points-là et on va ajouter quelques éléments supplémentaires. Merci. C'est tout.